Je vais démarrer le bulletin sur France 2. Parce que j'avais fait une intervention à l'Assemblée nationale où je disais les budgets que vous allez réduire, Madame la Ministre, ça va tomber sur envoyé spécial, cache à investigation, complément d'enquête. Et sur quoi ça tombe là? C'est sur envoyé spécial et complément d'enquête, puisqu'on apprend qu'il devrait y avoir 33 suppressions de CDD, c'est les précaires qui payent en premier lieu, et qu'il restera quasiment plus personne dans ces magazines-là, dont on va diminuer la fréquence par 3, par 4, par 6, on ne sait plus trop si ça va continuer à exister. Et bon alors, ces magazines, on sait que c'est cache investigation, je le porte particulièrement dans mon cœur, mais ce sont ces magazines-là qui ont sorti Big Malion, qui ont envoyé une équipe en Érythrée, qui ont sorti des trucs sur la com d'Emmanuel Macron, d'ailleurs c'est pour ça que Macron n'a pas voulu venir parler sur France 2, mais qu'il a choisi TF1, Pénélope Fillon, et donc voilà, là on voit comment la contrainte budgétaire se conjugue avec la censure politique. Et là, on va avoir un fort mécanisme de censure politique et économique d'ailleurs, puisque c'est les deux pouvoirs qui peuvent être gênés par ce genre d'émission. Je me souviens d'un bouquin qui était paru aux arènes vers 2003-2004, un truc comme ça, qui s'appelait Blacklist. Et dedans, c'était des reporters américains, c'était des traductions d'articles parus aux États-Unis, d'un bouquin paru aux États-Unis, qui expliquaient comment ils avaient été censurés. Je me souviens par exemple d'une histoire. Il me semble que c'est sur l'agent Orange, mais je ne suis pas trop. Mais enfin, c'était pendant la guerre du Corée. Ce sont des villages entiers qui ont été rasés, des gens d'Oradour-sur-Glane, mais en Corée. Et il y avait une équipe, il me semble, de Associated Press, qui avait été envoyée sur place pour enquêter là-dessus. C'était une enquête qui avait duré 6 mois, 9 mois, 1 an. Bon, enfin, c'était une super grosse enquête pour démontrer que l'armée américaine avait fait des Oradour-sur-Glane en Corée. Et avec des remous, parce qu'il y avait eu des conflits avec le département d'État, avec le Pentagone. Bon, ça avait été des embrouilles à n'en plus finir, des pressions de la direction, de la hiérarchie, un mec qui avait démissionné. Bon, et finalement, le reportage était quand même sorti parce qu'il y avait trop de pression extérieure qui disait mais là vous faites de la censure. Mais qu'est-ce qui s'était passé après ça? Après ça, on avait supprimé le pôle investigation de Associated Press, à vérifier l'agence. Mais enfin, le pôle de cette agence de presse mondiale, américaine, hyper connue, avait été supprimé. Et ben, c'est ce que j'appelle moi la censure la plus efficace, c'est la censure en amont. On ne donne pas les moyens aux journalistes de produire une contre-information, de produire des investigations, et du coup, on n'a pas à la censurer en aval, puisqu'elle n'existe pas. Et bien, là, c'est exactement ce qui va se produire là. Il n'y aura pas de censure à effectuer sur les magazines de France 2, puisque les magazines de France 2 n'auront plus les moyens d'enquêter. Donc là, voilà, un mécanisme de censure qui s'appuie sur un prétexte budgétaire aussi, parce que c'est vrai que c'est pas normal qu'on diminue les crédits des entreprises d'audiovisuel public, mais aussi on pouvait peut-être trouver des solutions ailleurs, la direction, ailleurs qu'en tapant dans les magazines phares d'enquête et de reportage. Et bien voilà comment se met en place un mécanisme efficace de censure en supprimant simplement la production de ces informations. Et donc voilà, donc c'était le premier truc, je veux dire ma solidarité, c'est plus que ma solidarité, on va interpeller la ministre de la Culture, parce que c'est des tas de choses que vous ne saurez pas demain sur les médicaments, sur la bouffe, sur l'armement, sur vos politiques, sur les liens financiers entre tout ça, parce que simplement ces informations ne seront pas produites. Aujourd'hui, on va essayer de se faire les 3 défis de la FI, de la France Insoumise, avant la convention à laquelle je pense que j'assisterai pas parce que bon, je suis crevé, j'en ai plein le dos, quoi. Mais, et ça, pour ça, je vais partir à un truc, c'est les articles de référence, on a ma petite pochette. Dedans, j'ai mis un papier qui s'appelle La France Insoumise face à son destin, qui est un article publié sur le site Le Vent se lève par Lenny Benbara, ça va, je prononce correctement? Oui, c'est ça. Et qui est ici présent, donc jeune étudiant à Sciences Po, si je ne me trompe. Non. Ah bon? Là, je suis passé par Normal Sup Lyon. Et tu fais quoi là? Je suis en prépéna, à Paris 1. Prépéna, c'est quoi ça? Je prépare l'ENA. Ah, tu prépares l'ENA. Bon bah voilà, donc c'est encore pire. C'est un papier que j'ai trouvé vraiment remarquable et qui pose 3 questions auxquelles je vous propose qu'on essaie de répondre successivement. Il y en a, la première, c'est dépasser la rhétorique d'opposition, conjuguer le moment destituant et le moment instituant. La deuxième, c'est la difficile mais nécessaire synthèse politique entre classe populaire de la France périphérique et classe moyenne urbaine.
Et la troisième, c'est se doter d'une capacité à gouverner et d'une crédibilité. Alors, le premier truc, c'est passer du moment destituant, c'est-à-dire on veut plus de ça, on veut pas de Macron, on veut plus la 5ème République, bon voilà, on veut pas la loi travail, à un moment instituant, c'est-à-dire où nous-mêmes on est force de proposition. Puisqu'on doit être force de proposition, on en fait des propositions, c'est le premier truc. Là, il faudrait dire le nombre d'amendements qui ont été faits par le groupe La France Insoumise pendant l'été, tant sur la loi travail que sur la loi de moralisation de la vie publique. Bon, ce sont des dizaines d'amendements, mais on peut en retenir. Par exemple, je me souviens d'avoir été au Grande Gueule, et il y avait un mec en face de moi qui disait « Mais vous dites jamais que les salariés ils devraient entrer dans les conseils d'administration ». Mais je dis « Mais au contraire !» Moi, je l'ai dit en plein hémicycle, on a déposé un amendement pour que les salariés puissent entrer en conseil d'administration. On a déposé aussi pour que les consommateurs puissent y être, pour que les citoyens puissent y être. Et donc, on a fait un amendement en ce sens. Mais ça, c'est juste un parmi plein d'autres. Là, j'ai ma proposition de loi sur la psychiatrie qui est en train d'être signée. En tout cas, il y a déjà 2 constructifs qui l'ont signé, un modem, on démarche des marcheurs pour que ça soit... voilà, donc il s'agit de rattacher le budget des hôpitaux psychiatriques au budget des hôpitaux dits classiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis, d'emblée, moi j'ai posé comme un moment important le 1er février. Qu'est-ce qui se passe le 1er février ? Le 1er février, on a une niche à la France Insoumise. Qu'est-ce que c'est qu'une niche ? C'est les niches parlementaires, c'est le moment où les groupes d'opposition peuvent venir faire des propositions de loi qui entrent dans l'hémicycle. Parce que sinon, la plupart des propositions de loi, c'est juste des petits documents en papier, là, je sais pas si j'en ai un là, qui sont même pas discutés en commission, même pas discutés dans l'hémicycle. Bon, et donc là, ce jour-là, moi, donc on est plus de 3 mois en avance, mais je me suis dit, c'est un moment vachement important, parce que c'est le moment où on peut montrer aux gens que nous-mêmes on est force de proposition et qu'on fait pas que s'opposer au truc de Macron. Sinon c'est vrai que moi je suis invité dans les médias, c'est en permanence pour réagir aux déclarations de Macron, et j'ai dit stop. J'ai dit voilà, ça fait un mois et demi, 2 mois là, j'ai dit stop, je veux plus aller à ces trucs là, ça m'intéresse pas de réagir aux dernières déclarations de Macron. Donc dans la niche, il y aura par exemple... Et donc c'est Macron et sa bande qui vont se retrouver à être en opposition, à dire non on veut pas de ça, va falloir expliquer pourquoi. Ensuite, dans le moment instituant contre seulement le destituant, il me semble qu'il y a une question de ton aussi. C'est ce que j'ai dit la dernière fois, c'est pourquoi je me bagarre pour que nos camarades traînent pas systématiquement de Morand les médias de Merdia et de Journalop. Non mais voilà, on entend ça parce que c'est devenu comme un espèce de réflexe qui empêche de penser. Il faut qu'on pense, et puis il faut qu'on pense de manière non sectaire. Et il faut qu'on franchisse les barrières de notre propre groupe et qu'on aille à la rencontre de la France et qu'on n'en vienne pas à un recours immédiat aux épithètes dès que quelqu'un pense pas comme nous. Donc voilà comment, pour moi, dans un premier temps, passer du moment destituant, on est contre, au moment instituant, c'est en étant dans la proposition et en faisant gaffe à modifier le ton. Ouais, alors ça me fait penser, je suis député de la Somme et il y avait Maxime Gremetz avant moi comme député, et son mot d'ordre c'était colère et espoir. Bon, la colère, le problème c'est que quand vous exprimez la colère, ça a parfois plus pour effet de rejeter les gens que de les attirer à soi. Voilà, donc il faut en tenir compte, même si on est pétri de colère. Moi j'ai fait merci patron parce que j'étais pétri de colère. En même temps elle s'exprime pas à l'écran, elle est transformée en autre chose. Elle est transformée en de l'ironie, elle est transformée en de la jubilation. La dernière fois tu m'as posé la question, parce qu'on s'est vu une première fois, sur qu'est-ce que ça t'a apporté de passer par la fac de lettres, tu vois. Attends, je cherche Vernon Subutex là. Il est derrière toi. Ah bah il est là. En fait, je pense que quand on lit des romans, quand on lit beaucoup de romans, on est en empathie avec plein de personnages. Et donc du coup on se met à vivre dans la peau de ces personnages-là, et pour comprendre la France, comprendre un pays, pas juste être dans la construction de ses convictions, c'est important de ne pas les abandonner au passage évidemment, mais comment on peut rattacher les autres à ce qu'on pense, peut-être modifier, ça nous fasse modifier un peu notre pensée, se mettre à la place des gens. En fait, je pense que la lecture de romans est la voie royale pour ça, quoi. Et il y a un concept en littérature, en analyse de la littérature, là je vais faire mon intello, tu couperas si tu veux,
c'est la polyphonie ou le dialogisme. C'est donc Mikhail Bartin, qui est un linguiste russe, qui analyse notamment les œuvres de Dostoïevski, et qui montre que dans les œuvres de Dostoïevski, c'est la rencontre de toutes les voix de la société russe qui viennent se mêler là. Il y a une espèce de dialogue permanent, et que c'est pas, le point de vue de l'auteur est quasiment absent, mais qu'on a un mélange comme si c'était une salle de discussion, et les points de vue viennent du moujik jusqu'à l'aristocrate, le koulak et ainsi de suite. Les points de vue viennent se mêler. Tu vois, et donc ça s'appelle la polyphonie. Après, ça peut être compliqué avec le dialogisme, parce qu'en fait, même quand je te parle, j'intègre des propos de toi dans ma parole. Bon, voilà. Et je trouve que j'étais en train de lire Vernon Subutex de Virginie Despentes. J'ai pas du tout aimé Baise-moi, mais là, Vernon Subutex, c'est beaucoup mieux. Et je trouve que, au fond, ce qu'elle raconte, il y a un choix qui est tout à fait polyphonique dans Vernon Subutex. Il y a une absence de le point de vue de l'auteur, on ne dit pas ce que c'est, le point de vue du narrateur, on ne dit pas ce que c'est, mais Vernon Subutex, c'est un espèce de personnage qui passe un petit peu partout et qui nous permet d'ouvrir des portes de la société et de jeter un coup d'œil à travers. Je vais juste lire un passage parce que ça me paraît au cœur de peut-être de ce que doit faire aussi la France Insoumise. Ce qui fascine Vernon, de Xavier à Sylvie en passant par Louis, donc c'est des anciens copains qui recroisent, qui n'ont pas grand-chose en commun, c'est qu'ils ne doutent de rien. Ils voient bien pourtant que personne n'est d'accord sur rien. Ils pourraient en tenir compte et se demander comment ils vont faire avec cet éclatement de lucidité contradictoire. Au contraire, l'adversité semble les renforcer dans la certitude d'avoir raison. Eh bien, il faut absolument pas qu'on s'enfonce dans cette ornière-là. Si on a une adversité en face de nous, on ne peut pas juste s'enfoncer dans la certitude d'avoir raison. Si je vais prendre l'aviculture sur les poulets doux, tu vois, quand tu te retrouves à avoir la chute de l'Empire doux, du modèle avicole, tu peux pas juste ne pas aller voir les aviculteurs et penser et comprendre comment ils pensent. Il faut absolument que tu ailles les voir et que tu comprennes ça si tu veux transformer quelque chose avec eux. Et tu peux pas te cloisonner en disant c'est évident qu'il faut avoir que du poulet bio et les autres à côté qui se disent c'est évident qu'il faut en fait augmenter la taille des élevages. Il faut qu'on comprenne comment on arrive à mêler les deux, vers quoi on veut aller, quel est notre objectif, quel objectif on doit poursuivre, ainsi de suite. J'hésite même à refaire mon sketch sur le divorce des deux cœurs sociologiques de la gauche. On en a marre, non ? Bon, allez, historiquement, donc, quand on lit l'illusion économique de Todd était quelqu'un qui a de très fortes intuitions qui ne sont pas toujours appuyées sur des statistiques. Donc je me suis forcé à faire rencontrer des statistiques avec les intuitions de Todd. Mais il y a l'intuition de Todd sur le divorce des deux cœurs sociologiques de la gauche depuis les années 80. En gros, donc les deux cœurs, c'est les profs et les prolos, qui divorcent économiquement, puisque on va avoir un triplement, par exemple, du chômage chez les ouvriers non qualifiés, et en revanche, grosso modo, une stagnation, une augmentation un petit peu quand même chez les classes intermédiaires et les classes supérieures, mais pas massif. De la même manière, ça va se produire sur le volet salarial, avec une baisse du niveau de vie des ouvriers non qualifiés, et à l'inverse, une hausse chez les professions libérales, par exemple. Bon, donc il y a ce fossé-là, et ce fossé économique se traduit aussi en un fossé politique, puisque grosso modo, les profs ou la petite bourgeoisie intellectuelle dont je suis, ainsi de suite, votent massivement pour François Mitterrand en 81 et continuent à peu près de voter pour la gauche dans ses différentes composantes aujourd'hui, à l'inverse des ouvriers qui en 81 votaient à 74% au deuxième tour de la présidentielle pour François Mitterrand, et aujourd'hui sont partis soit au Front National, soit dans l'abstention, soit à gauche, et puis ils est tous mêlants, quoi. Donc l'objectif étant de faire se réunir ces deux corps sociologiques là, et j'insiste dernièrement, c'est quelque chose qui m'est venu dernièrement, mais sur le fait qu'il y a un divorce aussi au sein des classes populaires entre on va dire les Français des campagnes, ouvriers, employés, puisqu'on sait que les classes populaires, souvent elles se font éjecter des centres-villes parce qu'elles n'ont pas les moyens d'y louer, et les enfants d'immigrés qui sont dans les quartiers périphériques. Donc voilà, et dès qu'on place le débat sur le terrain culturel ou cultuel, eh ben on produit un divorce entre ça. Si on arrive à le placer sur le terrain économique et social, on peut montrer tous les points de convergence qu'il y a entre classe populaire
et urbaine, enfants d'immigrés et blancs, quoi, on va dire. Le troisième point dans ton papier, c'est se doter d'une capacité à gouverner et d'une crédibilité. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui, par exemple, la France Insoumise peut être reconnue comme la première force d'opposition, et en même temps, je suis pas sûr que les gens nous donnent les clés du pays volontiers pour le gouverner. Ils doivent se dire quelque part, ils sont pas prêts, ils sont pas à la hauteur. Enfin, je sens quelque chose comme ça, quoi. On est bien en opposition, ça, on est très bien là, mais moi-même, j'éprouve un certain vertige à l'idée qu'on puisse détenir le pouvoir. Je nous sens pas prêts. Pourquoi ? Parce que le défi qu'on aurait en face de nous, il est colossal. Qui sont les techniciens sur lesquels on va pouvoir s'appuyer ? C'est pas les technos de Bercy, les inspecteurs des finances, qui vont être volontiers pour un programme de transformation avec la France Insoumise. Donc je pense que là, il y a un obstacle qui est fort et un défi qui est majeur. Il va falloir affronter le Sénat en même temps, le MEDEF, les médias, la Commission européenne, la Banque centrale. Enfin, on va être dans une situation de... Le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel aussi. On va être dans une situation conflictuelle vachement forte avec des gens qui ne seront pas préparés à ce niveau de pouvoir. De responsabilité. Donc vraiment, pour moi, c'est vertigineux l'idée qu'on puisse se dire que demain, nous gouvernons. Donc comment on s'y prépare ? Bon, d'abord, moi, je dois dire que jusqu'à maintenant, je ne m'y suis pas jamais préparé. C'est bien la première fois ces derniers mois que la question se pose que potentiellement on puisse gouverner demain. Donc comment on s'y prépare ? D'abord, ici, l'Assemblée, c'est un lieu d'exercice. On s'exerce, on s'entraîne en fait, à déposer des amendements, des propositions de loi, à regarder les textes, à s'entourer de collabs qui eux sont bien meilleurs que nous, travaillent les sujets plus en profondeur, et puis connaissent les articles, les alinéas, les machins et tout ça. Donc ça, je pense que là, il y a des gens qui élèvent leur niveau de responsabilité. Éric Coquerel sur le contre-budget, enfin des choses comme ça. À Polytechnique, on nous a dit qu'il y avait des gens à HEC aussi, mais que aussi dans les grandes écoles, il y ait des gens qui puissent se dire on va filer un coup de main à la France Insoumise parce qu'on aura besoin de cerveaux bien construits et tout ça. On aura besoin du peuple massivement, parce que si jamais il n'y a pas le peuple pour secouer toute la Commission européenne, la Banque centrale, si jamais ça bouge pas dans les rues au moment où on a le pouvoir, il y aura rien. C'est pas vrai que c'est des gens, un président de la République à l'Élysée et puis des députés à l'Assemblée nationale qui parviendront à transformer l'ordre des choses. Il faudra qu'il y ait un mouvement populaire long, profond, durable, à la fois exigeant vis-à-vis des gens qui l'a mandaté et aussi bienveillant à leur égard, un peu des deux, les poussant au cul et puis les poussant aussi face à la Commission européenne et ainsi de suite. Mais voilà, mais à côté de ça, il faudra qu'il y ait une élite scolaire, c'est pas une élite, mais il faudrait qu'il y ait des gens bien formés qui puissent occuper un certain nombre de postes à responsabilité et aider à faire. C'est la phrase de Marcel Paul en permanence qu'on cite en 1945 quand c'est pas Marcel Paul ou Ambroise Croizat, je crois que c'est Marcel Paul, où on lui dit il est entouré de juristes qui lui disent mais ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, et il leur répond mais attendez, moi je vous paye pas que vous me disiez que c'est pas possible, je vous paye pour que vous me montriez comment on va le faire. Et donc voilà, il va falloir des gens qui soient pas des freins dans l'entourage des ministres, mais des gens qui soient des accélérateurs, qui soient des rendeurs possibles, quoi. Bon voilà. Tout ça m'amène à la citation de Victor Serge sur Trotsky. Quand il fait le portrait de Trotsky, il dit voilà, en gros, le niveau de conscience dans les générations précédentes, avant la révolution russe, s'était élevé, petit à petit. Trotsky est venu et émergé encore de cette masse. Mais c'est la masse, le niveau des masses qui avait monté. Mais je crois que dans la durée, on doit participer au niveau d'élévation des consciences. Et c'est ce que je m'applique à faire pour moi-même, parce que ça vaut pour moi-même d'abord, mon niveau de conscience critique, sur plein de points, il n'est pas... Il n'y a que des coups à prendre. Mais bon, et comme je citais l'évangile, Saint Pierre renie le Christ 3 fois avant le chant du coq.
Il s'agit de demain pouvoir se regarder dans un miroir en pensant qu'on est un honnête homme. Et je pense que sur Filoche, le silence serait une lâcheté. Même si toi, Sylvain, tu penses qu'il n'y a pas d'intérêt et que je ferais mieux de d'écraser ma gueule. Mais alors, il ne s'agit même pas de prendre la défense de Filoche, hein, la vie c'est pas un tribunal, mais par contre de lui dire très clairement, puis en un sens il est déjà jugé, quoi. Bon, ça y est, l'affaire est pliée. Mais de lui dire mon affection. On a affaire à une image qui est évidemment antisémite, qui est dégueulasse. C'est un truc infect. Maintenant qu'on vient de dire que qui peut dire aujourd'hui, qui l'a fréquenté et aura l'audace de dire que Filoche est soit un antisémite, soit un raciste. Enfin, on sait que c'est faux. Moi, je sais que jamais, en des années de fréquentation en pointillé de Gérard Filoche, mais on sait que c'est pas un antisémite ni un raciste. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il a retiré le truc au bout de 30 minutes, il me semble. Et il s'est excusé. Je veux dire, donc voilà. Puis je pense que Gérard Filoche, c'est le genre de bonhomme. Ce qui compte pour lui, c'est travail contre capital, quoi. Et il voit pas autre chose en un sens. Je veux dire, un patron qu'il aille à la synagogue, qu'il aille à l'église, qu'il aille à la mosquée ou qu'il aille au temple, pour lui, Filoche, c'est un patron et puis c'est tout. La première fois que je l'ai vu, il était venu nous soutenir. Fakir, qui traversait une mauvaise passe en début 2008, le 12 janvier 2008, il est arrivé avec Serge Halimi et c'était une réunion publique tellement réussie grâce à une fanfare aussi que ça a relancé l'envie du journal. Il y avait 400 personnes dans la salle là et Filoche avait fait un discours, grosso modo il y a les municipales qui se profilaient et il annonçait que la révolution allait venir grâce au Parti Socialiste qui allait reprendre des mairies et tout ça, et puis il a un Parti Socialiste puissant qui allait attaquer le MEDEF. Bon, j'écoutais son propos avec beaucoup de perplexité. Le peuple allait se soulever, tout ça. Bon, j'étais un peu dubitatif. Je regardais Serge Halimi qui était dubitatif aussi, mais il soulevait l'enthousiasme de la salle. Je me disais, bon putain, c'est déjà ça, quoi. Et en un sens, il n'y aurait pas eu Filoche pour susciter cet enthousiasme à ce moment-là, sans doute que l'aventure Fakir se serait pas poursuivie, en tout cas, pas de cette manière-là. Alors après, Filoche, il a son côté où tu le croises dans un bistrot, il est en train de faire des calculs pour le prochain congrès, combien il aura de voix au prochain congrès du Parti Socialiste et tout ça, et puis que le Parti Socialiste il va basculer à gauche, tu vas voir, tout le temps c'était la promesse, et puis que même François Hollande il allait basculer à gauche, il avait une bombe sous son siège, c'est bon, il allait vraiment devoir se secouer, sinon le peuple allait ruer dans les brancards. Il y a évidemment là-dedans des tas de croyances, parce que là on est de l'ordre de la croyance chez Filoche là-dessus, que je ne partage pas, mais que je trouve en un sens, il y avait un personnage comme ça, un peu charmant. Même quand il faisait les comptes de ses réunions publiques, parce que c'est quand même un type qui a sillonné la France, je veux dire, des années de Parti Socialiste sans mandat. N'importe quel mec qui entre au PS, il a déjà l'idée d'être conseiller départemental, régional, député et tout ça. Filoche, il a fait 20 ans, plus de 20 ans de boutique là-dedans, semble-t-il, sans avoir de mandat, mais sans avoir le désir puissant d'en avoir un. Pompier, on l'aurait pu le calmer en lui donnant un petit truc, mais non, il a sillonné la France et puis il tenait des comptes. Alors 300 personnes à Guingamp, 250 à Laval, et puis faisait ses comptes, il doit toujours les faire, à la fin de chaque mois. Et je trouve que avec un espèce de genre un peu gargantua, d'ailleurs ça se voit, il le porte, quoi, qui bouffe la vie par tous les bouts, qui en fait trop, qui publie des bouquins en même temps, qui fait des chroniques, qui fait des réunions publiques, qui passe sur toutes les télés, et puis qui tweet, quoi. Moi, je l'ai vu dans un retour, on était au Glières, on était, tu sais, tous les années, il y a le CRHA, le comité des résistants d'hier et d'aujourd'hui, qui se réunit au Glières, au lieu de la résistance, et bon, sur le retour, il a passé son temps dans le train à faire des trucs sur Facebook et sur Twitter, et ça, c'est une maladie. Mais ça fait 50 ans qu'il est à travers le pays, qu'il a été la voix des salariés, qu'il est venu défendre les gens, avec la force de ses convictions, avec sa faconde, avec tout ça. Et bon, il y a une certaine tristesse à voir que ça se termine, enfin, je vais voir la suite, mais un peu en eau de boudin. Déjà, ses positions pendant la présidentielle, bon, moi, je comprenais pas trop. À un moment, tu veux dire, le Parti Socialiste, il t'aime pas, tu le quittes, et puis c'est tout, quoi. On fait la primaire, on fait le machin, et tout ça. Même, il y a un côté, je m'accroche, je serai le dernier des socialistes, comme il y avait le dernier des Mohicans. Puis il est pas venu me soutenir pour les législatives, parce que là, voilà, parce qu'il fallait qu'il soit fidèle au Parti Socialiste. Mais je lui en veux pas. La preuve, pendant toutes ces années de fréquentation, jamais
je n'ai entendu, et qu'on me dise qui, il n'y a aucun témoignage sur le fait qu'on ait entendu Philoche être le moins du monde antisémite. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait une grosse connerie ce soir-là, il a fait une grosse connerie ce soir-là. Moi, j'ai des craintes pour moi aussi, évidemment. Je veux dire que quand tu as des années de prise de parole publique et puis tout ça, à un moment, tu dis putain, qu'est-ce qui va me tomber dessus, quoi. C'est le truc de la tâche de Philippe Roth. Que je cite souvent parce que c'est un bouquin, donc un romancier américain, et à un moment, il y a une erreur et on t'assimile à ton erreur. Tu deviens identifié à ton erreur, tu es essentialisé par ton erreur. Et tout le reste, c'est-à-dire là chez Philoche, 50 années d'un engagement. Alors on peut ne pas partager ses convictions, mais on ne peut pas dire que ce ne soit pas un homme de conviction qui sont effacés au profit d'une tâche, quoi. Bon, et je trouve que c'est un processus inquiétant que de réduire un homme à sa tâche.